Bonjour à tous. Alors avant de laisser la parole à Vincent qui va vous faire la majeure partie, on va dire, de la présentation, je voulais juste revenir un petit peu et vous rappeler finalement le contexte de cette deuxième partie par rapport à la première présentation qu'on vous a fait au début du mois. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, il faut savoir que l'ADEME a publié, du coup, en septembre 2014, une méthode pour accompagner donc, toutes les organisations, que ce soit entreprises, collectivités, associations, bureaux d'études, etc., à la quantification de l'impact GES d'une action de réduction. Donc cette méthode dont je vous ai mis un petit peu la copie d'écran de la couverture, donc son périmètre c'est vraiment une action de réduction, on n'est pas sur, comme peut l'être un bilan de gaz à effet de serre, sur l'impact climatique de l'ensemble de l'organisation, on est vraiment au niveau d'une action de réduction. Et son objectif c'est bien de vous accompagner à aider à quantifier les suppressions d'émissions liées à la mise en œuvre de cette action. Donc cette méthode a un principe, on va dire, son principe principal, c'est vraiment d'essayer d'adapter l'effort selon vos besoins et selon le moment de la quantification. On ne va pas forcément avoir la même méthode, enfin, le même niveau d'approche et d'approfondissement selon si on est en ex-ante, c'est-à-dire avant la mise en œuvre de votre action, ou si vous êtes plutôt dans une optique de communication des résultats après la mise en œuvre d'une action. Donc en fait, toute la méthode vous proposera au fil de ces étapes un niveau d'approche soit simplifié, intermédiaire ou approfondi. Super, merci Vincent. Donc par rapport à ce qui va vous être présenté là par la suite, il faut savoir que courant 2015, l'ADEME a mené 2 expérimentations en parallèle qui avaient pour objectif général, de vérifier un petit peu la robustesse et la faisabilité de cette méthode. Donc je vous ai mis un tableau avec l'ensemble des informations relatives à ces 2 expérimentations. Donc la première qui était une expérimentation, on va dire, à plus grosse échelle, avec 10 entreprises et 9 collectivités volontaires, où là l'objectif était vraiment de tester la méthode sur un large panel d'actions. Donc on a eu au total 38 actions qui constituent le recueil de fiches exemples. Et vous avez également l'ensemble des fiches actions détaillées, donc c'est le fichier Excel avec l'ensemble des hypothèses et des calculs qui ont été réalisés, donc que vous pouvez retrouver sur le centre de ressources BGS ADEME. Donc je vous ai mis le lien où trouver les résultats. Et en parallèle de cette expérimentation-là, il y en avait une deuxième qui était celle-là plus spécifique sur les actions de prévention des déchets. Donc là, outre l'objectif de tester la méthode, c'était également de montrer finalement et d'essayer de prouver le lien finalement entre les politiques de prévention des déchets, qui ont souvent un objectif de réduction des déchets, pas forcément réduction d'émissions, et justement les politiques de réduction d'émissions. Donc là, l'expérimentation avait un objectif un petit peu différent, mais ça a quand même permis de tester la méthode et de voir que même sur des actions typiques prévention des déchets, elle fonctionnait bien. Donc on a eu cette fois 14 actions qui ont découlé de cette expérimentation-là, 14 actions qui venaient de 4 entreprises et 5 collectivités. Et au niveau des livrables, l'ensemble de ces actions-là sont inclus dans le recueil de l'expérimentation générale, avec de la même manière les fichiers Excel détaillés. Et vous avez également en plus un rapport d'analyse et de synthèse qui fait finalement l'analyse de la méthode pour les actions de prévention des déchets. Donc vous avez des petites billes plus précises pour cette typologie d'actions précises. Et vous avez également une note argumentaire qui explique un petit peu quel est l'intérêt finalement de chercher à quantifier l'impact gaz à effet de serre des actions de prévention des déchets. Donc là également, je vous ai mis le lien. Donc pour les fiches exemples et le recueil, c'est pareil, c'est sur le centre de ressources, vous le verrez avec le premier lien. Là, le deuxième lien, c'est vraiment pour le rapport d'analyse et la synthèse argumentaire. Donc voilà, je voulais juste vous représenter un petit peu le panorama de ce qui avait été fait. Là maintenant, pour la suite, donc les résultats que va vous présenter Vincent sur l'expérimentation, on est bien sur le premier cadre rouge. Ça n'inclut pas forcément toutes les statistiques liées aux actions de prévention des déchets. Donc on est vraiment sur l'expérimentation générale avec les 38 actions. Voilà, Vincent, je vous laisse la parole pour la suite. Ok, merci. Donc là, dans le petit quart d'heure qui nous est imparti, je vais vous présenter une synthèse des 38 quantifications qui ont été réalisées auprès des 19 entités. Donc là, vous voyez la répartition géographique de ces entités. Donc ça va être rapide parce qu'on a énormément de choses à dire, mais on va essayer d'aller droit au but. Donc il y a 3 parties, globalement, dans ma partie. Donc
la synthèse des 38 notifications. Il y aura une slide sur une petite enquête qu'on a fait auprès des entités participantes. Et j'aurai 3 slides pour vous présenter un exemple avant de passer la main à Kevin qui va dérouler un de ces exemples à lui. Voilà. Donc vous aurez 2 exemples lors de cette webcon. Alors tout d'abord, en termes de statistiques générales, sur le camembert de gauche, vous voyez qu'il y a un quart à peu près des actions qui ont été quantifiées avant d'être mises en œuvre, un quart qui ont été quantifiées après leur mise en œuvre et une petite moitié qui était en cours de mise en œuvre. Voilà. Au niveau de l'approfondissement, il y en a presque la moitié qui ont été quantifiées de manière approfondie, c'est-à-dire qu'on intégrait dans la quantification même les conséquences secondaires. Un petit quart qui était simplifié, donc on intégrait essentiellement les conséquences majeures, toutes les conséquences moins importantes n'étaient pas incluses dans la quantification, et un gros tiers là qui était intermédiaire. Et en termes de typologie d'action, il y avait beaucoup d'actions organisationnelles, beaucoup d'actions physiques, quelques actions comportementales et une seule action réglementaire. Donc ça, on le voit dans la slide suivante. Donc je ne vais pas les passer toutes en revue parce qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est qu'il est parfois difficile de caractériser la typologie. Par exemple, dans les actions physiques, là, vous voyez, il y en a une, c'est construction HQE. Est-ce que c'est organisationnel ou physique? C'est un petit peu entre les deux, donc ça fait parfois l'objet de débats. Pareil, au niveau de la dématérialisation, on l'a classé là, dans ce tableau, dans les actions organisationnelles, alors que c'est quand même une action physique, il s'agissait quand même d'acheter les serveurs et tout l'équipement informatique qui allait bien, mais c'était aussi surtout organisationnel, organiser les webconférences. Voilà. Un autre mot, c'est que les actions comportementales et réglementaires sont en général plus difficiles à quantifier parce qu'on n'a pas toujours les informations nécessaires qui font appel à des données sociologiques. Et il y a peu de publications aujourd'hui suffisamment fiables pour pouvoir assurer une quantification robuste. Voilà. Et donc, il y a une seule action réglementaire là, qui était un programme de Habiter mieux et Habitat durable qui consistait à financer des travaux de rénovation énergétique. Voilà. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'actions réglementaires qui utilisent cette méthode. Voilà. Alors maintenant, quelques chiffres. Il y a à peu près 1/6 des quantifications qui n'intègrent in fine qu'une seule conséquence. C'est-à-dire que quand on fait l'arbre des conséquences, donc comme on l'a présenté dans la précédente webconf, et comme vous pourrez le voir dans le guide méthodologique, l'arbre des conséquences est le cœur de la méthode. Finalement, quand on liste toutes les conséquences, il y en a une seule qui est vraiment importante, toutes les autres sont marginales. Pour 1/6 des quantifications, pour 5/6, il y a plusieurs conséquences. Pour 1/6 des actions environ, ça implique des réflexions sur le CO2 biogénique ou le CO2 évité. Donc, exemple, le CO2 biogénique, c'est la combustion du bois qui émet du CO2 qui a été ou qui sera absorbé par l'arbre. Et le CO2 évité, c'est du CO2 des réductions de CO2 chez des tiers. Typiquement pour la vente aux enchères du mobilier usagé, qui était l'une des actions du panel. Les impacts sont essentiellement chez des tiers par la non-production de produits neufs et par la non-valorisation du produit qui, dans le scénario de référence, aurait été recyclé. Voilà. Donc c'est des notions un petit peu complexes d'analyse de cycle de vie, comme on en a parlé dans le précédent webinaire. Et il y a environ 10% des actions qui sont in fine soit à peu près neutres, le bilan est proche de zéro, voire contre-productives. Finalement, on pense bien faire et finalement, non, on augmente les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, à noter, les conséquences majeures sont souvent uniques. Les impacts se mesurent par une conséquence et après, il y a d'autres petites conséquences qui viennent modifier le résultat, mais il y en a souvent une seule. J'ai 2 contre-exemples à vous présenter qui confirment la règle. C'est la dématérialisation, où là, il y a 2 conséquences majeures. L'achat
matériel informatique et l'économie de papier. Donc là, ce sont deux conséquences qui se compensent et qui font que le résultat est à peu près neutre. Voire, deuxième exemple, il peut y avoir deux conséquences majeures qui se renforcent. Et là, je présenterai un exemple tout à l'heure. En général, le niveau d'approche approfondi implique un plus grand nombre de conséquences à intégrer dans la quantification. Donc ça semble évident, mais ça fait l'objet de réflexions actuellement par rapport à la prise en compte de l'incertitude. Le niveau d'approche approfondie pourrait correspondre à une incertitude plus fine et qui ne correspond pas nécessairement à un plus grand nombre de conséquences. Voilà. Donc les arbres des conséquences, ils sont constitués en général entre 5 et 15 conséquences. Et dans le calcul, on intègre entre 1 et 7 conséquences dans le calcul. Voilà. Alors, par rapport à la petite enquête que nous avons menée, sur les 8 réponses qu'on a reçues, les entités ayant participé à l'expérimentation sont plutôt convaincues de l'intérêt de la méthode. Et elle a globalement plutôt changé leur manière de définir, mettre en œuvre, évaluer ces actions. En revanche, l'application de la méthode restera en grande majorité réalisée en interne et en général sur un nombre limité d'actions. C'est rare, il y en a eu une réponse d'une entité qui souhaitait l'appliquer sur tout son plan d'action, mais ça reste rare, en général ça sera appliqué sur certaines actions très, très ciblées. Voilà pour le bilan global. Alors, l'exemple que je vais vous présenter, c'est la mise en œuvre d'un refroidissement adiabatique à la station Bastille. On a déroulé avec la RATP. Donc, le refroidissement adiabatique est un système de rafraîchissement qui n'utilise pas les cycles thermodynamiques comme les pompes à chaleur, ce qui est en général appliqué. Ça est basé sur le principe de l'évaporation de l'eau, pardon. L'eau qui s'évapore rafraîchit son atmosphère. Donc, quand nous avons dressé l'arbre, il y avait initialement donc, la mise en œuvre des équipements, naturellement, donc qui n'a pas été intégré à la quantification parce que par rapport au scénario de référence, il n'y avait pas beaucoup plus d'impact parce que le scénario de référence impliquait la mise en œuvre d'une autre ligne. Il y avait déjà des émissions au niveau de ce poste. Voilà, nous avions intégré l'exemplarité de l'action, parce que c'est une action assez exemplaire. Le refroidissement adiabatique n'est pas encore très diffusé. Donc l'exemplarité qui induit des déplacements de visiteurs, donc des émissions de gaz à effet de serre, et une reproductibilité. Donc là, on a pris le parti de ne pas l'intégrer dans la classification. Voilà, je ne développe pas plus. Ensuite, il y avait l'arrêt des anciens climatiseurs. Enfin, on devrait dire du climatiseur la non mise en œuvre du climatiseur qui aurait été mis en œuvre. Donc voilà, ça réduit les consommations électriques qu'il y aurait eu et les émissions de fluides frigorigènes qui sont très impactants pour le climat. Ensuite, il y avait donc tout ce qui était lié à la mise en œuvre du nouveau système, donc les consommations électriques induites dans le système, évidemment, l'achat de filtres et les consommations d'eau induites. Donc ça, l'achat de filtres et consommation d'eau, c'était des impacts marginaux. Et le bas de l'arbre est intéressant, c'est les impacts liés à la modification du climat interne des locaux concernés. Parce que ça avait un impact à la fois sur l'hygrométrie du couloir d'accès au métro, parce qu'avant, les climatiseurs rafraîchissaient les locaux techniques, mais réchauffaient les couloirs du métro. Donc bon, ça, c'était des conséquences non GES, quoi qu'on pourrait derrière intégrer des conséquences de gaz à effet de serre. Et la conséquence 5B, tout en bas, c'est que ça modifie aussi le climat interne des locaux. Contrairement aux climatisation classiques qui ont tendance à dessécher l'air, ce système a tendance à augmenter l'hygrométrie des locaux. Et lors du brainstorming, quand on a créé l'arbre, on s'est dit, mais cette conséquence a un impact potentiel sur la durée de vie des serveurs, etc. Parce qu'ils ont des problèmes dans les locaux techniques dans le métro, d'air qui est chargé de particules
qui nuisent à la durée de vie des serveurs. Voilà, donc on s'est penché sur cette conséquence 5B1 hein, et on s'est aperçu qu'elle était potentiellement majeure, très majeure. Voilà, donc là, je vous présente le résultat de la quantification. Donc, vous voyez qu'entre la 3A, la non-consommation d'électricité par la clim, et la 4A, la consommation d'électricité par le système adiabatique, il y a un facteur 10. Donc, c'est vraiment un système économe en électricité. Il y a aussi donc, la non-émission de fluide frigorigène, la 3B, qui améliore un petit peu le résultat. Et il y a donc la 5B1, où il y avait une incertitude très forte, parce qu'à la fois, on avait peu d'informations sur le contenu gaz à effet de serre des équipements qui étaient présents dans les locaux, et de grandes incertitudes aussi sur l'impact sur la durée de vie. Voilà, est-ce que la mise en œuvre de ce système va prolonger de 1 mois, de 6 mois, de 1 an à la durée de vie des serveurs? Quelle est la durée de vie des serveurs aujourd'hui? Il y a beaucoup d'incertitudes. On a fait une analyse de sensibilité en présentant tous les cas possibles. Et on s'est aperçu que potentiellement, cette conséquence pouvait devenir la conséquence majeure, potentiellement même plus importante que la réduction des consommations d'électricité. Donc voilà pour cet exemple que je vous ai déroulé très rapidement. Maintenant, je vais passer la parole non, on va procéder à 10 minutes de questions-réponses et je passerai ensuite la parole à Kevin. Merci Vincent. Donc du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais déjà répondre à une première question qui nous est arrivée, à savoir est-ce que la méthode ADEME était accessible gratuitement? Donc oui, bien sûr. Et donc en fait, vous trouvez l'ensemble des éléments liés à la méthode, donc à la fois le guide méthodologique, mais également ce qui vous a été présenté, donc le recueil de fichiers exemples, l'ensemble des fichiers Excel liés à ces actions exemples, mais également le fichier Excel vierge, ainsi qu'une aide à la rédaction d'un cahier des charges si jamais vous voulez faire appel à une prestation pour utiliser la méthode. Tout cela est disponible sur le centre de ressources BGES de l'ADEME. Donc si vous reprenez le lien que je vous ai mis un petit peu plus haut dans le tableau lié à la méthode, vous trouverez l'ensemble des éléments sur cette page ou celle juste à côté. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a vraiment beaucoup de matière à récupérer.